Un sit-in a été organisé ce matin par le SINASEB au ministère de la fonction publique. Détail dans ce journal. Ensuite, nous parlerons dans cette édition du lancement de la caravane de sensibilisation relative au lavage des mains. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Ce matin, un sitting a été organisé par le syndicat des agents contractuels et fonctionnaires de l'enseignement de base au ministère de la fonction publique. Le SINASEB dénonce le non-respect des engagements pris par le gouvernement vis-à-vis de ses militants. Compte rendu Assoumana China et Saroudoumi. C'est un mouvement d'humeur des enseignants membres du SINASEB pour manifester leur mécontentement face à certains comportements du gouvernement à leur égard. Notamment le retard par rapport au recrutement. Nous avons une liste de camarades au nombre de 476 qui ont été recrutés, ça fait plus d'une année, qui continuent encore à atteindre leur matricule. Nous avons la sélection 2014 qui n'était pas publiée et nous avons également le lancement du recrutement 2015. Au-delà de ces questions du recrutement, nous avons également la question par rapport au statut particulier des enseignants, parce que c'est la fonction publique qui a en charge la gestion de ce dossier, et également la question de la grille salariale, sans oublier la question de nos camarades admis au spécial A et B. Voilà un peu les motivations qui nous ont amenés à ce sitting de ce matin. Mais il faut noter que hier, la fonction publique avait tout fait pour que ce sitting ne puisse pas se dérouler ce matin. Mais malheureusement, nous avons notifié que ils ont reçu notre notification de ce sitting depuis plus de 10 jours. Ils ne nous ont pas appelés et ce n'est pas à la dernière minute quand même qu'ils vont vouloir aujourd'hui nous empêcher de venir faire notre sitting. Devant cette situation, le SINASEB entend sur le combat. Une marche est en perspective pour la semaine prochaine afin d'amener le gouvernement à respecter strictement les critères de recrutement et la résolution de tous les problèmes liés à l'éducation. Ensuite, le ministère de la fonction publique a publié la liste des enseignants recrutés à la fonction publique pour le compte de l'année 2014. 3900 enseignants ont été sélectionnés. Retrouvons encore Assoumana China et Saroudoumi pour le reportage. C'est dans l'émotion que ces enseignants ont pris d'assaut le tableau d'affichage ce jeudi pour vérifier leur nom sur la liste des enseignants recrutés à la fonction publique au titre de l'année 2014. Les heureux ne cachent pas leur joie. Je viens de voir mon nom. Je suis très contente et je remercie mon Dieu aussi et aussi le syndicat, puisque si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce aux luttes que le syndicat a menées pour arriver ici. Je suis très heureuse. Voilà, ça fait ma 12e année cette année que je fais le contrat depuis 2004. Aujourd'hui, je suis très contente, je suis fière. Vraiment, je ne pouvais même pas exprimer ma joie. Les mots m'échappent pour exprimer ma joie. Vraiment, je remercie le bon Dieu. Et je remercie vraiment le président de la République qui nous a offert vraiment cette opportunité. Naturellement, cette publication de la liste a fait aussi des mécontents. Je vais regarder la liste, mais malheureusement, mon nom ne figure pas sur la liste. Ils ont prévu 4200 et ils n'ont pas pris 4000, ils ont pris 3000. C'est pas ce qui se passe. Vous pensez que vous remplissez les critères? Oui, j'ai remplissé les critères. J'ai 7 ans de l'enseignement, je suis dans ma 8e année. Pour le SINASEB, la sélection n'a pas respecté les critères. Aucun des critères n'a été respecté par rapport en tout cas à cette liste qui vient d'être publiée. D'abord, je vais vous dire qu'il était prévu de recruter 4200 enseignants à la fonction publique au titre de l'année 2014. Malheureusement, sur la liste qui est affichée, nous avons constaté qu'il y a 3900. Voyez-vous que déjà, même le quota n'a pas été respecté. Deuxième chose, lorsque nous étions dans les discussions avec la fonction publique, il était d'abord retenu de pouvoir faire la situation de tous les camarades qui ont une ancienneté avancée dans le contrat. C'est-à-dire ceux qui ont commencé en 2002, 2003, 2004, 2005, avant d'aller aux autres. Et voilà qu'aujourd'hui, déjà nous avons constaté que nous avons beaucoup de camarades de la promotion 2004 qui n'ont pas eu, en tout cas, qui n'ont pas été retenus dans la liste qui est affichée hier nuit aux environs de 23 heures. Précisons que le recrutement direct des enseignants à la fonction publique font partie des points de revendication des syndicats du secteur de l'éducation.
L'atelier de validation de la stratégie de communication de la Cour des comptes a été ouvert ce matin au Palais des Congrès. C'était en présence de plusieurs invités et représentants des partenaires techniques et financiers. Compte rendu Nasser Antoufo et Ibrahim Abdou. La Cour des comptes, institution clé de la promotion de la bonne gouvernance financière au sein de l'État, est jusque-là méconnue par ses justiciables et ses partenaires au développement. Pour enfin améliorer sa visibilité et atteindre un plus grand impact de ses actions, elle s'est dotée d'une stratégie de communication adaptée à sa mission. L'objectif global de cette stratégie de communication est de contribuer à combler le déficit d'information et de visibilité de la Cour à travers une série d'actions programmées sur 3 ans. Plus spécifiquement, il s'agira d'informer le public sur les missions de la Cour des comptes, de rendre compte aux citoyens de l'utilisation des finances publiques, d'assurer l'accès du public à l'information sur le contrôle des finances publiques. Pour mener à bien ce travail, un consultant a été recruté avec l'appui de la Banque mondiale et il s'agira, au cours du présent atelier, de valider le document de stratégie qu'il a élaboré. Celui-ci a fait l'état des lieux des actions de communication menées par la Cour, ainsi que leur impact. Il en ressort un déficit de communication malgré les efforts fournis depuis la création de la Cour. Un document qui sera examiné et enrichi par les participants à cette rencontre. Au regard de tout ce qui précède, la stratégie de communication que vous allez examiner devait permettre de répondre aux attentes des partenaires internes et externes de la Cour. Elle devra être en adéquation avec la vision et les ambitions de la Cour, qui se veut être une institution de contrôle crédible, tant au plan national qu'international. Elle reposera sur les principes d'efficacité et d'efficience, d'adaptation des moyens à la politique de communication. Elle reposera aussi sur le respect des principes de transparence, d'indépendance, de professionnalisme et des règles d'éthique et de déontologie. C'est sur cette base que 3 axes stratégiques ont été définis, à savoir l'amélioration de la connaissance de la visibilité de la Cour, l'amélioration de l'efficacité du service de communication de la Cour, l'amélioration de la communication interne de la Cour. Ces axes stratégiques sont complétés par un plan d'action qui détermine les activités à mener, les personnes qui sont responsables de leur mise en œuvre, ainsi que les indicateurs et coûts éventuels. Il vous appartiendra d'examiner ce document dans les détails afin que les observations que vous ferez nous permettent de l'enrichir et l'adopter. Je ne doute pas que vous le ferez avec tout le sérieux et l'efficacité que cela requiert. La Banque mondiale, dont l'appui a permis la réalisation du document, a dans le même cadre apporté une subvention substantielle de près de $500,000 pour mener des actions de formation, de l'élaboration des guides, des audits de performance et autres contrôles. Point de presse cet après-midi de l'opposition politique réunie au sein de l'ARDR. Entre autres points abordés, l'affichage des différentes listes électorales et la tenue de la marche prévue pour le 1er novembre prochain. Le point avec Sidi Ousmane et Soumaïla Abdoulaye. 2 coups d'une seule pierre, à savoir les listes électorales provisoires et la marche prévue pour le 1er novembre prochain. C'est le caractère revêtu par ce point de presse de l'opposition politique ARDR. Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République. Des listes qui, en violation des dispositions réglementaires, sont truffées de plusieurs anomalies. C'est les bureaux de vote manquants. Dans toutes les circonscriptions électorales, il a été relevé de nombreux cas de bureaux de vote non parvenus au lieu d'affichage. Ainsi, dans les régions de Tillabéri, plus de 300 bureaux de vote manquants. À Zender, plus de 150 bureaux de vote manquants. À Difa, plus de 15 manquants. À Dosso, plus de 50 bureaux de vote manquants. À Maradi, une cinquantaine de bureaux de vote manquants. À Gadez et Niamey, pour chacun, pour le moment, une dizaine de bureaux de vote manquants. Et Tawa, plus de 400 bureaux de vote manquants. La deuxième anomalie, ce sont les bureaux de vote fictifs. Anomalie d'ailleurs dûment constatée, d'où ces conclusions sommaires que tire l'ARDR. La diversité et l'étendue des manquements et manipulations constatées autorisent à douter de la qualité du produit attendu. 2. Au regard des tâches restantes, la date du 31 octobre, conformément
au calendrier approuvé par le CNF ne peut être tenu. 3. Les escamotages en cours ou envisagés, tels des précipitations, le non-respect des délais et des normes établies en matière d'affichage et de réclamation, etc., pour produire coûte que coûte un fichier qui ne le sera que de nom, ne saurait avoir l'agrément de l'opposition. Quant à la marche prévue pour le 1er novembre prochain, rassure l'ARDR, quoi qu'il advienne, elle se tiendra. J'aimerais rassurer les militants que ni l'arrestation de notre frère Daouda, dit Maïda, ni cette intimidation sur des militants comme Samari ne montreront en rien notre détermination à organiser notre marche du 1er. C'est pourquoi ils n'ont pas atteint le mot d'ordre. La marche tient et plaise à Dieu. Nous sortirons le 1er novembre pour montrer qu'il faut nécessairement auditer ce fichier. À travers cette sortie médiatique, l'ARDR montre toute sa détermination quant au prix qu'elle y attache quant à la tenue de sa marche, mais aussi sa ferme volonté pour faire auditer le fichier électoral. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens a animé cet après-midi un point de presse relativement à l'arrestation de 31 élèves. Le comité directeur de l'USN annonce la suspension des activités académiques pour le 30 et 31 octobre. Un extrait de ce point de presse avec Soumane Sambou, secrétaire général de l'USN. Nous avons engagé des pourparlers avec les autorités au haut niveau relatif à cette question de libération de nos camarades qu'on acquise du FD, ce qu'on appelle flagrant délit. Relatif à cette question, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas comparu devant les juridictions de notre pays parce que beaucoup de choses ont été reprochées aux camarades, c'est tout ce qui dirige les sections. En tant que comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, comme à la coutumière, toujours quand les scolaires sortent pour montrer leur mécontentement par rapport à ce qui sont leurs préoccupations, sur le plan académique, sur le plan social, tous les mouvements ont été toujours qualifiés des mouvements qui sont téléguidés par soit l'opposition, soit par des gens qui sont des personnalités obscures, que nous n'avons jamais eu connaissance de ces gens-là. À notre sein, nous avons considéré que c'est une campagne d'intoxication au niveau de notre organisation qui est l'Union des scolaires nigériens. L'Union des scolaires nigériens ne veut pas se laisser faire face à toutes les intimidations, face à toutes les menaces venant par-ci, par-là, pour essayer de créer les conditions et des mécontentements vis-à-vis de nos militants, des pressions vis-à-vis de nos parents, des pressions vis-à-vis des visions de notre corporation. Nous allons continuer sans relâche de défendre les intérêts matériels et moraux des scolaires nigériens partout où ils peuvent se trouver. Ça fait 24 heures aujourd'hui, on attendra la journée de demain pour voir la suite des promesses qui ont été tenues relatives à l'arrestation de notre camarade. Donc pour l'instant, en tant que CD, nous demandons à toutes les sections de l'ISN, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, de suspendre les activités académiques. Après la suspension des activités académiques de 48 heures, nous allons user de tous les moyens légaux, je précise, pour faire valoir nos revendications. Lancement ce matin à Kwaretegui de la caravane de sensibilisation sur la promotion du lavage des mains à l'eau et au savon. Sous le thème Lève ta main pour l'hygiène, cette caravane cadre avec la célébration de la journée internationale du lavage des mains. Compte rendu Adamou Soumana et Halidou Bourema. À travers cette activité, le consortium des organisations non gouvernementales, tant internationales comme Action contre la faim, que nationales à l'image de l'ONG Rayuwa Karkara, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement ainsi que le réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement, avec à sa tête son président Ousmane Dambaji, entendent sensibiliser les populations nigériennes en général et celles de la capitale en particulier sur les bienfondeurs de l'instauration de la journée internationale de lavage des mains avec l'eau et du savon. Une cérémonie qui a enregistré d'importantes allocutions, dont entre autres celle du maire du 2e arrondissement de Niamey et le secrétaire général du gouvernorat de la région, qui se sont réjouis du choix de ces sites pour le lancement de cette caravane
dont le représentant du directeur pays de l'ACF n'a pas manqué de souligner toute son importance. À travers cette campagne, l'objectif visé est d'arriver à transformer ces gestes simples à un réflexe. Se laver les mains avec de l'eau et du savon reste un geste simple qui doit intégrer nos différents comportements. Il ne s'agit pas de tremper les doigts dans l'eau pour penser s'être lavé les mains, ni frotter légèrement du savon sur les paumes des mains et les rincer. Il est question de bien se frotter les mains avec du savon et une eau suffisante. Verser l'eau déjà utilisée et rincer les mains avec l'eau propre. Voilà la leçon d'hygiène pratique que j'ai le plaisir et l'honneur de rappeler et d'exhorter chacune et chacun à pratiquer. Une cérémonie au cours de laquelle des représentants aussi bien des scolaires que de certaines couches de la population ont lu et transmis des messages aux représentants des autorités compétentes concernées par la question objet de cette rencontre. Quant aux représentants du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement procédant au lancement officiel de cette caravane, il n'a pas manqué d'expliquer le choix du thème tout en exhortant les concitoyens à cette pratique. Le thème retenu cette année à travers le monde est « Lever les mains pour l'hygiène ». L'acte de lever les mains permet de rappeler aux acteurs, notamment les décideurs politiques et les partenaires techniques et financiers, la prise en compte de manière systématique au lavage des mains, au savon dans leur intervention en matière d'hygiène et d'assainissement. Tous ensemble, œuvrons pour un changement de comportement en faveur de bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement. Une démonstration sur la technique de lavage des mains a été faite à l'assistance avant sa poursuite le lendemain dans l'arrondissement communal Niamey 2, en l'occurrence à l'école primaire Bukoti Askia. A noter que les organisateurs de cette manifestation ont promptement répondu à l'appel du CSI Lazare Nord en offrant à ce dernier une quantité de savon et d'eau de javel à cet effet. Depuis ce matin de l'atelier de validation du tableau de bord social édition 2015 à l'Institut national de la statistique. Financé par l'Union européenne, cet atelier a pour cible les différents directeurs généraux des statistiques. Nafis Adam Sirfo et Nasser Seydou pour le compte-rendu. Le Niger a adopté en août 2012 le plan de développement économique et social P2S 2012-2015 qui constitue le cadre de référence dans lequel s'inscrivent toutes les interventions de l'État et celles des partenaires au développement. La production et l'actualisation des données statistiques s'avèrent donc indispensables pour le suivi et l'évaluation du P2S. De ce fait, l'Institut national de la statistique se propose d'élaborer et de publier le tableau de bord social TBS, qui est un recueil d'indicateurs pertinents pour mesurer la situation sociale, économique et démographique du pays. Il permet aux utilisateurs de disposer dans un seul document des indicateurs provenant de différents secteurs pour l'élaboration du suivi, le suivi et l'évaluation des programmes et projets de développement. L'élaboration du tableau de bord social 2015 a pour objectif de fournir des informations nécessaires à l'appréciation des résultats et impacts des politiques de développement. Il est publié sous forme d'un seul volume qui présente le profil socio-économique du Niger, une analyse du dit profil et des tableaux statistiques en annexe. C'est un recueil de données statistiques dont les données primaires proviennent de plusieurs sources. Son élaboration est le résultat d'une collaboration continue entre les structures qui produisent et analysent l'information statistique au Niger. Cet atelier d'une journée a pour objectif la validation du tableau de bord social. Il a réuni les différents directeurs centraux et régionaux de la statistique et les directeurs des statistiques des ministères sectoriels. Il est financé par l'Union européenne à travers le programme d'appui au développement du système statistique national pour la promotion de la gouvernance et le suivi-évaluation de la pauvreté PASTAGEP.
Du 23 au 25 octobre dernier, une mission du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire a séjourné dans la région d'Agadez. L'objectif étant de mener une campagne de vulgarisation du rapport ITIE 2012. Compte rendu sur les Moumoun Barma et Aboubakar Souley. C'est à travers une conférence débat que le ROTAB et l'ITIE ont procédé au lancement de cette campagne de vulgarisation du rapport ITIE 2012 qui a pour objectif de partager avec les citoyens des zones extractives le contenu de ce document qui se trouve être le 5e rapport publié par l'État du Niger depuis l'adhésion de notre pays à l'ITIE en 2005. C'est un document très volumineux, ça fait plus de 1000 pages. Mais le ROTAB a décidé de le résumer donc à travers une synthèse pour le rendre accessible aux citoyens. Il a une petite introduction et il a la réconciliation des chiffres. Le rapport s'est intéressé à 8 sociétés dans le domaine minier, dont la Sopamine. Et dans le domaine du pétrole, y compris donc la Soraz, on en a 10. Et dans le cadre des sociétés de domaine d'exploration et de la recherche, nous avons 47. En ce qui concerne donc les artisans exploitants de substances minières et des carrières ou des carrières, nous avons 91. Et le flux global déclaré par l'État du Niger en 2012 s'élève à 172 milliards de francs CFA. Le rapport 2012 de l'ITIE fait des révélations importantes sur l'état de paiement des redevances minières par les sociétés de prospection et d'exploitation dans la région d'Agadez. Les recettes minières, dans le cadre de ces rapports-là, sont de l'ordre de 82 milliards 069 369 746 francs CFA. Donc, le secteur minier a rapporté 82 milliards de francs CFA. Et quand vous calculez, vous faites le ratio de ces 2 milliards 589 millions aux 82 milliards, vous avez à peu près 3%. Sachant que ces revenus miniers-là, 98% sont du secteur iranifère. Parce que l'or rapporte pas grand-chose à l'État du Niger. La pertinence du thème de ces exposés a suscité l'engouement des participants à cette conférence du ROTAB, lesquels ont posé des questions mais également ont apporté des contributions. Jusqu'en 2015, bientôt 2016, nous sommes dans le cadre des rapports 2012. Cette initiative qui évolue, elle doit évoluer très sincèrement. Le ROTAB a fait son travail, celle de publier et de vulgariser cette mascarade. Moi, je vais dire que c'est une mascarade parce que c'est pas une loi, je ne sais pas c'est quoi, c'est un aquarose. Parce que je n'en reviens même pas. Nous avons des informations que Somina exploite. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas fait cas de Somina dans ces rapports. Maintenant, en proposition, ce que nous proposons, il faut qu'au niveau de Ingal, soit on ferme carrément Somina, ou bien on fait un centre hospitalier pour que la population de Ingal soit traitée gratuitement en cas de maladie, parce que s'il y a un problème, c'est eux que ça va attaquer. Je relève deux choses. Premièrement, un vide juridique qui a duré. Deuxièmement, les pistes d'amélioration de gestion transparente et d'exploitation de ces ressources minières au niveau de ceux qui ont été cités. Si l'État de l'autre côté arrive à se mettre à violer nos lois, c'est surtout à nous, société civile, de voir dans quel cadre aller vers les juridictions compétentes. C'est la Cour constitutionnelle, je crois, pour attaquer. La SOMAR, elle a exploité à ciel ouvert et que tous ces déchets-là, normalement, elle doit les enterrer. Donc on voudrait savoir ce que ça devient. Comme maintenant les problèmes commencent, est-ce qu'ils sont, le contrat, il tient toujours qu'ils vont enterrer des déchets, qu'ils vont les amener ailleurs ou pas? Consciente de la nécessité d'une gestion transparente des ressources naturelles pour le bien-être des populations riveraines des sites d'extraction, les autorités régionales d'Agadez ont reçu la mission de vulgarisation du rapport ITIE 2012 avec laquelle elles ont eu des échanges fructueux. Avancée et lacune de la Convention Somaïr du 16 juillet 2015, enjeux et perspectives, c'est le thème d'une conférence débat qui s'est tenue le 27 octobre dernier à Arlit. Elle a été organisée par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire. Retrouvons encore Souleymane Barma et Aboubakar Souley pour le résumé.
Citoyens lambda et autorités administratives du département d'Arlit se retrouvent autour d'une même table de débat sur un sujet d'actualité. La convention Niger-Somaïr de juillet 2015, avancées et lacunes. Un thème soumis par le ROTAB et ses partenaires à l'appréciation des spécialistes. Dans un premier temps, le document en question a fait l'objet d'une lecture juridique avant de passer aux observations sur le niveau d'application du régime douanier en vigueur dans notre pays. Pour nous, l'argumentation douanière embrasse l'ensemble des textes, tant nationaux qu'internationaux, dont l'administration des douanes a la charge de l'application en raison de ses missions. Le code pétrolier, par exemple, le code des investissements, nous sommes chargés de l'application de cette mission. Les relations financières du Niger avec l'étranger, nous sommes chargés de l'application également. Donc, réduire strictement la réglementation douanière au code communautaire, c'est assez restrictif. Donc, déjà là, dans le cadre de ces définitions, il y a problème. Il est dit que Somaïr, bon, je prends Somaïr parce que ça peut être également Cominac, est soumis aux dispositions de la loi 2006-26 en ce qui concerne les droits des taxes à percevoir. L'examen en profondeur de cette convention fait découvrir d'énormes insuffisances relevées ici par le conférencier. En phase d'exploitation comme en phase de recherche, la loi dit qu'on peut accorder l'exonération de droits et taxes sur les produits chimiques, sur les réactifs, sur les huiles utilisées pour les matériels d'équipement. Produits pétroliers importés là également, là, on vous donne l'exonération, mais elle est partielle. Nous gardons espoir que le tir soit rapidement corrigé, avec notamment le réexamen de la liste minière à l'annexe 3 par les services du ministère en charge des mines et des finances avant la publication de la convention au JO. Cet espoir, nous le fondons parce que nous pensons que nos deux administrations, celle des mines et celle de la RGD, et même les impôts, doivent se mettre autour d'une table pour réfléchir. L'administration chargée des questions minières et celle en charge des fiscalités sont toutes interpellées afin que toutes les irrégularités qui entourent la convention de juillet 2015 soient réparées pour le bonheur du peuple nigérien. Quoi qu'il en soit, je ne vois pas quelle convention on peut signer. S'il y a une convention qui est là qui va durer jusqu'en 43, si la loi, au lieu d'aller en avant, on peut la ramener comme une montre en arrière, comme tu fais en train. Si également la convention a une certaine supériorité sur notre réglementation minière, il y a quand même des difficultés. Et toutes les difficultés, je pense qu'elles ont pris ressources à ce niveau-là. Aujourd'hui, nous avons compris. C'est justement parce que nous avons compris que nous condamnons certaines choses. Eh bien, si on a bien compris, moi je pense que le devoir pour nous, c'est d'utiliser cette compréhension et cette prise de conscience pour essayer de se tailler et d'aider, en tout cas, pour se tailler une convention à même de prendre en compte toutes les préoccupations de notre pays. Le ministre en charge de la jeunesse et des sports a animé ce matin un point de presse. Abdelkarim Dammalan annonce que la 37e édition du championnat national de lutte traditionnelle sera organisée cette année du 8 au 17 janvier 2016 dans la région de Dosso. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Les championnats, les arbres nationaux, comme on l'appelle désormais, se font généralement en milieu d'année et le champion n'a que 6 mois, 7 mois de titre. Nous avons voulu renouer avec l'habitude que le champion soit effectivement le champion de l'année en cours. C'est pour cela que nous avons choisi, nous avons pris le temps de réfléchir minutieusement et compte tenu des différents événements,
qui vont pratiquement se chevaucher. Vous avez Maradi-Kolia qui aura lieu donc à partir du décembre jusqu'au 19 décembre. Il est de bon temps que nous ne pourrons pas donc faire ce sable national-là au courant du mois de décembre. Il faut permettre aux différents participants de retourner chez eux, de se préparer et de revenir de plus belle en dessous pour la 37e édition du sable national. Alors nous avons choisi les dates suivantes. Du 8 janvier au 17 janvier 2016. Donc, on aura 10 jours de fête et de cohésion nationale. Nous avons tenu pour la préparation des différentes équipes au niveau des régions, annoncer cela dès maintenant pour que ceux qui doivent nous accueillir également puissent s'apprêter pour nous accueillir à ces dates-là. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.